La pluie martelait le toit de la véranda la nuit où mon mari m'a tendu un sac poubelle au lieu d'un parapluie. Après 20 ans de mariage, Aaron se tenait sur le seuil de cette maison que j'avais récurée, peintée dans laquelle j'avais prié, me regardant comme on regarderait une étrangère qui aurait prolongé sa visite de trop. Les cendres de sa mère n'étaient même pas encore froides sous terre. J'avais seulement besoin de toi pour t'occuper de ma mère, a-t-il dit. Aussi calme qu'un homme lisant une liste de courses. J'ai attendu qu'il rie, qu'il dise que c'était une mauvaise blague. Il ne l'a pas fait. Il m'a dit de faire mes valises. Il m'a dit de ne rien attendre. Je veux vous raconter comment j'en suis arrivé là. Debout sur mon propre perron avec une valise et sans manteau. Car cela ne s'est pas fait en une nuit. Cela s'est produit sur 3 ans, une petite érosion après l'autre. De la même manière qu'une berge de rivière disparaît sans que personne ne s'en aperçoive. Jusqu'à ce que la maison construite dessus commence à pencher. Je m'appelle Rachel Nelson. J'ai 45 ans et, jusqu'à il y a 3 ans, j'enseignais en classe de CE2 à l'école primaire de Maple Hill. J'aimais ce travail d'un amour qui ne demande rien en retour. L'odeur des copeaux de crayon, le son de 26 enfants récitant l'alphabet faux. La façon dont le visage d'un enfant timide s'ouvrait comme une fenêtre lorsqu'il comprenait enfin la division posée. J'ai abandonné tout cela l'année où Evelyne, ma belle-mère, a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Aaron disait que sa mère avait besoin de quelqu'un en qui elle avait confiance. De quelqu'un de patient. De quelqu'un qui ne la placerait pas dans un hospice comme si elle était un meuble dont plus personne ne voulait. Il disait que ce serait temporaire. Il disait que nous finirions par embaucher de l'aide. Ce moment n'est jamais venu. J'ai donc quitté ma classe. Mes élèves, mon carnet de notes, encore à moitié rempli des scores de la dictée de novembre. Et je suis devenu aidante à plein temps. J'ai appris à couper la nourriture d'Evelyne en petits morceaux pour qu'elle ne s'étouffe pas. J'ai appris le rythme exact de ses exercices de kinésithérapie. Le volume précis de voix qui ne la faisait pas sursauter. Les chansons exactes des années 1960 qui pouvaient la ramener de là où son esprit s'était égaré. Il y avait des jours où elle me regardait et m'appelait par le prénom de sa sœur. Une femme décédée depuis 30 ans. Il y avait des jours où elle ne reconnaissait pas le visage de son propre fils lorsqu'il franchissait la porte pour passer 5 minutes avant de repartir travailler. Mais elle reconnaissait toujours le mien. Toujours. Même dans ses pires moments, quand la maladie avait presque tout emporté. Une partie d'elle me reconnaissait comme un havre de paix. Pendant ce temps, Aaron grimpait les échelons. Il était directeur des ventes pour une entreprise de matériel médical. Le genre d'homme qui mesurait sa valeur aux chiffres trimestriels et aux dîners d'affaires avec des cadres. Il était bon dans son travail. Je dois lui accorder cela. Il savait se donner l'apparence de la réussite, serrer les bonnes mains, porter la bonne montre. Nos voisins pensaient que c'était un saint de garder sa mère hors d'une maison de retraite. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi qui n'avais pas passé une nuit complète de sommeil depuis 3 ans. Ils n'avaient aucune idée que je n'avais pas vu un film au cinéma. Que je n'étais pas sorti dîner avec une amie. Que je ne m'étais pas acheté de nouveaux manteaux parce que chaque dollar et chaque heure de libre appartenait à une femme qui n'était même pas ma propre mère. Je n'en voulais pas à Evelyne. Je tiens à ce que ce soit clair. Je l'aimais de cette manière étrange et silencieuse dont on aime quelqu'un qu'on a soigné durant ces jours les plus sombres. Ce que je ressentais comme de la rancœur, ce que je n'osais pas nommer ainsi pendant longtemps. C'était l'absence d'Aaron. Pas seulement son absence physique, bien qu'il y en ait eu beaucoup. Des voyages d'affaires qui s'éternisaient plus que nécessaire. Des dîners pour lesquels il oubliait de rentrer. Quelque chose de plus froid, quelque chose sur lequel je ne pouvais pas mettre de mots. Un mari qui avait cessé de demander comment j'allais parce qu'il considérait déjà que la réponse n'avait pas d'importance. J'avais l'habitude de rester éveillé à ses côtés les nuits où il était effectivement à la maison. À l'écouter respirer. En me demandant quand exactement nous étions devenus 2 personnes partageant une adresse postale. Plutôt qu'un mariage.
Je ne lui ai jamais posé la question directement. Je me disais que ce n'était pas le bon moment, qu'Evelyne avait besoin de stabilité. Que je ne pouvais pas me permettre de faire voler notre foyer en éclats alors qu'elle était encore en vie et avait besoin de nous deux, même si, nous deux, se résumait principalement à moi seul. En y repensant aujourd'hui, je crois qu'une petite partie silencieuse de moi savait déjà comment cela se terminerait. On ne passe pas 3 ans à être l'infirmière non payée et l'épouse non payée de quelqu'un sans qu'une certaine insensibilité ne s'installe. Une préparation au moment où le coup près finira par tomber. Seulement, je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe la semaine même où nous avons enterré sa mère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il attende que les fleurs sur sa tombe soient à peine fanées pour me dire de but en blanc que mon utilité avait une date d'expiration. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est là que je dois vous ramener à cette véranda. La pluie, le sac poubelle dans sa main en guise de parapluie. Et les mots qui ont mis fin à 20 ans de vie commune en 11 secondes. Je me suis tenu là, sous l'averse, trempé jusqu'aux os avant même d'atteindre le trottoir. Et je n'ai pas pleuré. Je veux que vous compreniez cela. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas supplié de reconsidérer sa décision. J'ai simplement pris ma valise et je suis parti, car une partie de moi. Une partie qui avait accumulé silencieusement des preuves pendant 3 ans. Savait déjà que je ne perdais pas un foyer cette nuit-là. Je quittais enfin un endroit que je n'avais jamais vraiment possédé. Mon téléphone a vibré dans ma poche alors que j'atteignais le bout de l'allée. Un message provenant d'un numéro inconnu, Rachel ? Ne quitte pas la ville. Evelyne a laissé quelque chose uniquement pour toi. 3 semaines avant la mort d'Evelyne. Elle a eu l'une de ces rares matinées où le brouillard s'est presque totalement dissipé. Et pendant quelques heures, elle est redevenue elle-même. Je m'en souviens si clairement parce que ces matinées étaient devenues si rares que j'avais appris à les chérir comme on chérit les derniers jours de chaleur avant l'hiver. Je lui lisais un vieux livre de poche de Les 4 filles du docteur March. L'un de ses préférés d'enfance, lorsqu'elle a tendu la main pour la poser sur la mienne. Sa poignée était fragile mais ferme. Rachel, a-t-elle dit, et il n'y avait rien de flou dans sa façon de prononcer mon nom. Pas d'hésitation, pas de recherche de ces mots. Promets-moi quelque chose. J'ai posé le livre et je lui ai dit que je ferais n'importe quoi. Elle m'a regardé avec des yeux qui semblaient, durant cette heure, tout à fait lucides. Promets-moi que tu ne laisseras jamais Aaron décider de ta valeur. J'ai ri doucement pour dédramatiser, comme on le fait avec quelqu'un dont l'esprit divague. Et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour ce genre de choses. Elle a serré ma main plus fort. Je suis sérieuse, a-t-elle dit. Je l'ai observé. C'est mon fils. Et je l'aime. But, je l'ai vu te traiter comme une employée de maison pendant 3 ans. Et je ne le répéterai pas. Alors écoute-moi bien maintenant. Ne le laisse pas décider de ce que tu vaux. Puis, aussi vite que la lucidité était apparue, elle a commencé à s'évanouir. Moins d'1 heure plus tard, elle m'appelait de nouveau par le prénom de sa sœur. Me demandant si j'avais nourri les poules dans leur ancienne ferme de l'Ohio. Un endroit qui n'existait plus depuis 60 ans. Je n'ai pas compris, pas sur le moment, tout le poids que contenait cette phrase. Je l'ai rangée dans un coin de ma mémoire comme l'un de ces moments de lucidité d'Evelyne. Touchant mais déroutant. Le genre de choses que disent les patients atteints de démence et qui semblent profondes parce que nous voulons qu'elles aient un sens. Je n'avais aucune idée qu'elle avait passé les 2 années précédentes assise en face d'une avocate nommée Grace Morgan. À réécrire toute l'organisation de sa succession dans le secret le plus total. Durant ces dernières semaines, Aaron s'est montré plus distant que je ne l'avais jamais connu. Il voyageait constamment, ou du moins le prétendait-il. Son téléphone, qui restait d'ordinaire posé face contre table sur le comptoir de la cuisine, restait désormais dans la poche de sa veste, vibrant contre sa poitrine pendant le dîner. Moment auquel il s'excusait pour aller dans le garage prendre un appel professionnel. J'ai remarqué le prénom de Melissa s'afficher sur son écran de verrouillage à plusieurs reprises. Melissa Carter, une collègue de son bureau. Quelqu'un que j'avais croisé 2 fois seulement lors des fêtes de fin d'année de l'entreprise.
Quelqu'un qui me souriait toujours une seconde de trop, comme si elle calculait quelque chose. J'ai remarqué. Je veux être honnête avec vous. J'ai remarqué, et je n'ai rien dit. Je n'ai pas fouillé son téléphone. Je ne l'ai pas suivi dans le garage pour coller mon oreille contre la porte. Je me disais que j'étais trop fatigué pour me battre. Trop accaparé à retourner Evelyne toutes les 2 heures pour lui éviter des escarres. Trop épuisé pour provoquer le genre de confrontation qui ferait voler en éclats le peu de structure qui maintenait encore notre maison debout. Certaines femmes appelleraient cela de la faiblesse. Moi, j'appelle cela le tri de survie. On ne peut porter qu'une certaine quantité de poids avant de devoir poser quelque chose. Et j'ai choisi, pour ces dernières semaines, de poser mes soupçons afin de pouvoir porter Evelyne à la place. Elle s'est éteinte un mardi matin au début du printemps. La fenêtre entr'ouverte parce qu'elle avait toujours aimé l'odeur de la pluie. Et ma main serrant la sienne exactement comme durant ces 3 années de matinée. Elle ne s'est pas débattue. Sa respiration s'est simplement ralentie, puis s'est arrêtée. Comme une marée qui se retire pour la dernière fois. Je suis resté assise avec elle pendant près de 20 minutes avant d'appeler qui que ce soit. Car je n'étais pas encore prête à laisser le monde extérieur entrer à nouveau dans la pièce. Quand Aaron est enfin arrivé, 45 minutes après que je l'ai appelé. Sentant encore légèrement un restaurant que je ne connaissais pas. Et s'est tenu au pied du lit et a regardé le corps de sa mère avec une expression que je ne peux qualifier que de contrariée. Pas de larmes, pas d'effondrement. Juste un long soupir comme un homme soulagé d'un conflit d'emploi du temps. Je me suis dit que le deuil se manifestait différemment chez chacun. Je me suis dit qu'il était sous le choc. Mais quelque chose en moi. Un observateur silencieux qui surveillait notre mariage d'un peu plus loin depuis des années. A également classé ce moment, à côté du téléphone qui vibrait contre sa poitrine. À côté des voyages d'affaires qui ne collaient pas tout à fait. À côté de la main d'Evelyne serrant la mienne avec une force qui n'aurait plus dû être la sienne. Les funérailles furent simples et dignes. Exactement le genre de cérémonie sobre qu'Evelyne aurait souhaité. Aaron a prononcé un éloge funèbre court et soigné. Qui semblait avoir été écrit par quelqu'un ayant lu des choses sur le deuil plutôt que de l'avoir éprouvé. Les voisins ont apporté des plats et leurs condoléances. Je me tenais près de la tombe. Dans une robe noire que je n'avais pas portée depuis les obsèques de ma propre mère. Et je me sentais étrangement calme. De ce calme propre à une femme qui a déjà pleuré toutes les larmes de son corps en privé. Seule à 2 heures du matin au fil de 3 longues années. Ce fut seulement après le départ du dernier invité. Et après qu'Aaron fut rentré pour se servir un verre, que mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Je ne reconnaissais pas le numéro et j'étais épuisé jusqu'à la moelle. Mais quelque chose m'a dit de décrocher. Madame Nelson, a dit la femme à l'autre bout du fil, d'une voix posée et professionnelle. Je m'appelle Grace Morgan. J'étais l'avocate de votre belle-mère. Elle m'a expressément demandé d'attendre exactement 7 jours après ses funérailles avant de vous contacter. Il y a eu une pause et j'ai pu entendre des bruits de papier remués. Il y a des choses que vous devez savoir. Rachel. Des choses dont Evelyne s'est assurée bien avant de tomber malade. Je vous rappellerai dans 7 jours. La ligne s'est coupée avant que je ne puisse poser la moindre question. Les 7 jours qui ont suivi les funérailles d'Evelyne sont passés comme un souffle retenu. Je n'ai pas mentionné l'appel de Grace Morgan à Aaron. Je me disais que j'attendais qu'elle me rappelle avant de dire quoi que ce soit. Mais pour être honnête, un certain instinct en moi. Le même qui répertoriait silencieusement chaque petite trahison depuis des mois. Me disait de garder cela pour moi encore un peu. Le 7e jour, j'ai enfin trouvé le courage de dire à Aaron que je voulais retourner enseigner. J'avais commencé à y penser dès qu'Evelyne s'était éteinte. Une petite étincelle de mon ancien moi se réveillant pour la première fois en 3 ans. J'ai abordé le sujet au dîner, avec hésitation. Comme on tâte la glace avant d'y poser tout son poids. Je lui ai dit que l'école primaire de Maple il avait un poste vacant pour la rentrée d'automne. Que mon ancienne directrice m'avait contacté lorsqu'elle avait appris pour Evelyne. Et que je pensais qu'il serait bon pour nous deux de retrouver un peu de normalité.
Aaron a posé sa fourchette très délibérément. Il m'a regardé comme on regarderait quelqu'un qui vient de suggérer quelque chose de légèrement ridicule. Enseigner, a-t-il répété, comme si le mot lui-même lui laissait un mauvais goût en bouche. Il a dit que j'avais été hors des classes pendant 3 ans, que l'éducation avait évolué sans moi. Que j'aurais de la chance s'il me laissait corriger des copies. Sans parler de gérer une classe pleine d'enfants de 8 ans. Il l'a dit avec un petit rire condescendant que j'avais entendu plus de fois que je ne voulais l'admettre au fil des ans, un rire qui me faisait toujours me sentir haute de 3 pommes. Je lui ai dit que je voulais essayer quand même. C'est alors que son visage a changé. Et j'ai vu 20 ans de politesse soigneusement entretenue s'envoler d'un coup. « Tu veux essayer ?» a-t-il dit. « Rachel, j'avais seulement besoin de toi pour t'occuper de ma mère. » Il l'a dit d'un ton plat, comme on énoncerait une évidence météo. Je suis restée assise là, ma fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Attendant qu'il adoucisse ses propos, qu'il s'explique, qu'il me dise qu'il ne le pensait pas ainsi. Il ne l'a pas fait. Il a continué, sa voix montant avec une colère qui s'était visiblement accumulée depuis longtemps. Il m'a dit qu'il avait toléré 3 ans d'un mariage qui n'avait plus aucun sens pour lui parce que sa mère avait besoin d'une garde à plein temps et qu'il ne pouvait pas s'offrir un professionnel. Sans toucher à ses économies. Il m'a dit que c'était la seule raison pour laquelle il n'avait pas encore demandé le divorce. Maintenant qu'elle est partie, a-t-il dit, toi aussi. Il a mis la main dans sa poche, en a sorti le double des clés de la maison. Celui dont je lui avais donné un exemplaire des années auparavant au cas où il s'enfermerait dehors. Et l'a posé sur la table entre nous, comme un point final. Puis il s'est levé, s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte. Dehors, le ciel avait pris la couleur d'une ecchymose. Et la pluie commençait déjà à s'abattre sur les marches du perron. Je me souviens m'être levé très lentement. Je me souviens que mes mains ne tremblaient pas, ce qui m'a surprise. Car tout le reste en moi avait l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Je suis monté, j'ai emballé une seule valise avec l'essentiel. Je n'ai même pas pris la moitié de ce qui m'appartenait. Et je suis redescendu en passant devant lui sans un mot. Il ne m'a pas aidé. Il ne s'est pas excusé. Il a juste regardé, les bras croisés, alors que je m'avançais dans la tempête. Ma vie réduite à un sac et sans parapluie. Personne ne m'a arrêté sur le chemin du motel situé à 3 rues de là. Celui avec l'enseigne lumineuse clignotante devant lequel j'étais passé des centaines de fois sans jamais vraiment le regarder. Personne ne m'a proposé de m'emmener. Je n'avais encore parlé de ce qui s'était passé à aucun ami ni membre de ma famille. Parce que je ne savais sincèrement pas comment formuler ces mots à voix haute. 20 ans de vie commune. Et je marchais sous une averse avec une valise comme une femme ayant la moitié de mon âge fuyant un premier rendez-vous raté. Je me suis installé dans une chambre qui sentait légèrement l'eau de Javel et la vieille moquette. Je me suis assise sur le bord d'un lit qui n'était pas le mien et j'ai enfin laissé s'abattre sur moi tout le poids de ce qui venait de se produire. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je suis resté assise là, trempée jusqu'aux os, à fixer un téléviseur que je n'ai jamais allumé. Sentant quelque chose d'étrange m'envahir. Pas tout à fait un effondrement, mais une sorte de lucidité implacable. Comme si le brouillard se dissipait enfin sur un paysage que j'aurais traversé à l'aveugle. Mon téléphone a sonné une fois cette nuit-là. Le nom de Grace Morgan a éclairé l'écran. Je l'ai fixé pendant un long moment, le pouce suspendu. Puis j'ai laissé l'appel aller vers la messagerie vocale. Je n'étais pas prête. Quoi qu'elle ait à me dire, cela pouvait attendre une nuit de plus. J'avais juste besoin de respirer d'abord. De retour à la maison, Aaron s'est versé un scotch et, d'après ce que j'ai appris bien plus tard, a appelé Mélissa avant même d'avoir fini son premier verre. C'est fait, lui a-t-il dit d'une voix détendue et satisfaite. Je suis enfin libre. Il lui a dit qu'il les voyait construire quelque chose de réel à présent. Quelque chose sans le fardeau d'une vieille femme malade et d'une épouse qui avait cessé de lui être utile. Il lui a dit que la maison était à lui, que l'avenir était à lui. Et que plus rien ne se dressait sur son chemin. Il n'avait aucune idée,
assis là avec son verre et ses certitudes, à quel point il se trompait. À 20h30 ce soir-là. Fraîchement douché et se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Aaron a garé sa voiture dans l'allée de la maison qu'il croyait sienne. Mais alors que ses phares balayaient la façade, il a aperçu quelque chose qui lui a fait lever le pied du frein. 2 SUV noirs étaient déjà garés le long du trottoir, en attente. Pendant un instant, Aaron est resté figé derrière son volant. Son esprit passant en revue une liste de possibilités, un cambriolage, une urgence chez un voisin. Une sorte d'erreur. Il s'est dit que cela n'avait rien à voir avec lui, que quelle que soit la situation, elle se résoudrait et qu'il pourrait entrer finir son verre tranquillement. Il se trompait là-dessus aussi. Il est sorti de la voiture, lentement, le gravier crissant sous ses pas. La pluie tombant toujours en un crachin régulier qui s'était adouci par rapport à l'averse précédente. Un homme en costume sombre s'est avancé depuis le premier SUV, poli mais inflexible, et lui a demandé de patienter un instant. La confusion d'Aaron s'est muée en irritation. L'irritation particulière d'un homme habitué à donner les instructions plutôt qu'à les recevoir. « C'est ma maison », a-t-il dit. « Qui êtes-vous au juste ?» C'est alors que Grace Morgan est descendue du second véhicule. Un mince porte-document en cuir sous le bras, le visage calme. De cette manière spécifique propre à quelqu'un qui a fait cela de nombreuses fois auparavant et ne ressent aucun besoin de se presser. Elle s'est présentée. Elle lui a dit qu'elle avait été l'avocate d'Evelyn ces dernières années et qu'elle était là pour appliquer officiellement les dispositions de sa succession. L'irritation d'Aaron s'est transformée un court instant en une sorte d'inquiétude. Bien qu'il l'ait rapidement masqué d'un ricanement. Il lui a dit qu'il connaissait déjà les dispositions de la succession de sa mère. Il avait vu le testament des années auparavant. La maison était à lui, comme cela avait toujours été prévu. Grace a ouvert le dossier, sans théâtralité particulière dans la voix. A expliqué que le testament auquel Aaron pensait avait été remplacé 2 ans plus tôt par une fiducie révocable. Kevlin avait établi discrètement en pleine possession de ses capacités juridiques. Bien avant que son diagnostic n'ait progressé au point où sa compétence intellectuelle puisse être remise en question. Selon les termes de cette fiducie, la maison n'avait en réalité jamais appartenu à Aaron. Elle était restée uniquement au nom d'Evelyn jusqu'à son décès. Moment auquel la propriété devait être transférée dans sa totalité à la personne qui avait agi comme son aidant principal à plein temps jusqu'à la fin de sa vie. Aaron a laissé échapper un rire bref et incrédule. Il a dit que c'était absurde, qu'un tribunal ne validerait une telle chose. Que sa mère n'aurait pas fait cela à son propre fils. Grace, impassible, a tourné une page de son dossier et a lu la clause correspondante à haute voix. D'une voix égale et précise. Les termes étaient sans ambiguïté. L'aidante était nommée précisément Rachel Ann Nelson. Je voudrais vous dire que j'ai ressenti un élan de triomphe en apprenant cela plus tard. Une sorte de satisfaction vengeresse à voir la certitude de mon mari s'effondrer dans sa propre allée. Mais quand Grace m'a raconté l'histoire par la suite autour d'un café dans son bureau, ce que j'ai réellement ressenti était quelque chose de plus calme et de plus lourd. La prise de conscience qu'Evelyn avait passé ces dernières années lucides à me construire discrètement un canot de sauvetage, à l'assembler en secret. Parce qu'elle savait bien avant que je ne me l'avoue ce dont son fils était capable. La voix d'Aaron a résonné dans l'allée ce soir-là. D'après la voisine qui m'a raconté plus tard qu'elle avait suivi toute la scène depuis sa fenêtre. La main sur la bouche. Il a dit à Grace que c'était de la folie, qu'il contesterait la décision. Qu'aucun bout de papier n'allait lui retirer sa maison d'enfance. Grace, toujours parfaitement maîtresse d'elle-même, l'a informé que contester une fiducie correctement exécutée, rédigée par un conseiller juridique indépendant et appuyée par des évaluations médicales documentées, confirmant la lucidité d'Evelyn au moment de la signature, serait une bataille extrêmement ardue et coûteuse. Elle lui a ensuite remis une mise en demeure officielle. Il avait 48 heures pour quitter les lieux. Je suis arrivé à la maison le lendemain matin à la demande de Grace.
portant encore mes vêtements de la veille car je n'avais pas emporté de quoi passer plus d'une nuit. Dehors. Aaron se tenait dans le couloir d'entrée quand je suis entré, entouré de cartons à moitié remplis. Le visage mêlé de fureur et de quelque chose d'écorché vif en dessous. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Il s'en est pris à moi dès qu'il m'a vu. « Tu as planifié cela ?» a-t-il dit, la voix brisée par l'effort qu'il faisait pour se contrôler. « Toi et ma mère, derrière mon dos, pendant des années. Tu le savais depuis le début. » Je me tenais sur le seuil de cette maison que j'avais récurée, peint et pleuré. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Je n'ai pas ressenti le besoin de me faire petite, de m'excuser ou d'arrondir les angles. De la même façon que j'avais arrondi chaque angle dur de notre mariage pendant 2 décennies. Je l'ai regardé fixement. La pluie goûtant encore de l'ourlet de mon manteau sur le parquet qu'Evelyne m'avait toujours demandé de laver le dimanche. Non, ai-je dit, c'est ta mère qui l'a fait. Il n'a rien trouvé à répondre à cela. Il est juste resté là, au milieu de ces cartons à moitié faits. Dans une maison qui avait déjà cessé d'être la sienne. À regarder une épouse à qui il avait ordonné de partir sans rien. Pour finalement découvrir quelle était la seule chose que sa mère s'était assurée qu'il ne puisse jamais lui retirer. Réemménager dans la maison n'a pas produit l'effet auquel je m'attendais. Je pensais qu'il y aurait un sentiment triomphant de récupérer ce qui m'appartenait. Mais à la place, durant les premières semaines, chaque pièce semblait hantée par une version de ma vie que j'essayais de laisser derrière moi. La cuisine sentait encore légèrement la tisane à la camomille d'Evelyne. Le couloir portait encore les petites éraflures que son déambulateur avait laissées dans le parquet. Après 3 ans de va-et-vient lent et minutieux pour faire de l'exercice. Je passais devant son ancienne chambre et je m'attendais encore, pendant une seconde déstabilisante, à l'entendre m'appeler. Je me suis accordé 2 semaines pour accepter tout cela avant de me laisser penser à autre chose. Puis j'ai appelé l'école primaire de Maple Hill. Mon ancienne directrice, une femme chaleureuse et pragmatique nommée Diane, qui avait envoyé des fleurs aux funérailles d'Evelyne, n'a pas hésité. Elle m'a dit que le poste en CE2 était toujours vacant. Que la moitié du personnel avait pris de mes nouvelles au fil des ans. Et qu'elle serait ravie de me retrouver dès que je serais prête. J'ai pleuré au téléphone avec elle, de ces bonnes larmes. Celles qui viennent d'une porte qui s'ouvre au lieu d'une qui se ferme. 3 semaines plus tard, je me tenais à nouveau devant une classe pleine d'enfants de 8 ans. De la craie sur ma manche. Et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine pour la première fois depuis des années. C'est par l'intermédiaire de l'école que j'ai rencontré Daniel Brox. Sa fille Emma était dans ma classe. Une fillette vive et calme qui me rappelait le genre d'élève pour lesquels j'écrivais autrefois des plaisanteries sur leur avenir d'architecte dans les commentaires des bulletins scolaires. Il s'est avéré que son père en était réellement un. Daniel était veuf, son épouse ayant succombé à un cancer 3 ans plus tôt. Et il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir que j'ai reconnu instantanément. Une fatigue bien particulière qui vient du fait de maintenir seul un foyer debout. Il venait aux réunions parents-professeurs avec de vraies questions, pas pour la forme. Il se souvenait des prénoms des autres enfants du groupe de lecture d'Emma. Il me remerciait sincèrement pour les petites choses. Pour être resté tard afin d'aider Emma avec ses dictées. Pour avoir remarqué quand elle semblait contrariée après une semaine difficile. Notre amitié a débuté lentement, comme le font les choses authentiques. Il est venu un samedi pour réparer une section de clôture qui s'était détachée lors d'une tempête. Une chose qu'il avait proposé de faire après m'avoir entendu l'évoquer à la sortie des classes. Il n'en a pas fait un grand geste. Il s'est simplement présenté avec sa boîte à outils. A réparé la clôture et est parti avant même que je puisse le remercier convenablement. Quelques semaines plus tard. Il a remplacé une ampoule du Porsche qui était grillée depuis l'époque où Evelyne était encore en vie. Quand j'ai attrapé un gros rhume au début de l'hiver. Il a déposé une marmite de soupe sur mon pas de porte avec un mot qui disait simplement « Soigne-toi bien ». Pas besoin de répondre. Je me souviens m'être tenu dans ma cuisine avec ce mot à la main. Ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pas de l'amour, pas encore.
Juste le soulagement étrange et doux d'être prise en charge par quelqu'un qui n'attendait rien. Retour. Aaron, quant à lui, s'était installé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Le genre d'endroit au mur beige offrant une vue sur un parking. J'en ai entendu parler indirectement par des connaissances communes, qui n'avaient pu s'empêcher de me rapporter les détails. Il avait d'abord essayé de maintenir la même image qu'il avait toujours cultivée. Celle d'un homme qui réussit, imperturbable, tournant la page sans difficulté. Mais Mélissa, s'est-il avéré, n'avait jamais été particulièrement intéressée par Aaron lui-même. Elle était attirée par la version de lui qui venait avec une maison entièrement payée et un salaire de cadre. Dès que la rumeur a couru qu'il avait perdu la maison, que la succession de sa mère l'avait complètement écarté, l'intérêt de Mélissa s'est évaporé à une vitesse surprenante. Elle a cessé de répondre à ses messages. Elle a commencé à arriver en retard aux réunions auxquelles il participait et à repartir plus tôt. En l'espace de 2 mois, elle s'était fait muter dans une autre filiale de l'entreprise. Et Aaron s'est retrouvé seul dans son appartement beige, sans rien à montrer pour cette liberté qu'il avait été si impatient de fêter ce soir de pluie avec son verre de scotch. J'ai appris par ces mêmes intermédiaires qu'il avait commencé à boire davantage, qu'il était devenu plus effacé au travail, perdant cette assurance du vendeur affûté et confiant que ses collègues décrivaient autrefois. J'ai ressenti quelque chose en apprenant cela, mais ce n'était pas de la satisfaction. Pas tout à fait. C'était plutôt cette tristesse particulière que l'on éprouve en voyant quelqu'un se confronter, enfin, seul et trop tard, à une vérité qu'il avait passé des années à éviter. Pendant ce temps, ma vie continuait de se reconstruire doucement. J'ai recommencé à faire des nuits complètes. J'ai recommencé à rire de bon cœur sans culpabiliser immédiatement d'éprouver du plaisir. Daniel et moi avons commencé à prendre des cafés après la sortie de l'école. Rien de formel, juste 2 adultes fatigués échangeant sur leur vie étrangement bouleversée. Il ne forçait jamais les choses. Il ne me faisait jamais sentir que je lui devais quoi que ce soit pour sa gentillesse, ce qui, après 20 ans d'un mariage fondé sur le devoir, tenait du miracle. C'était un mardi soir tard, près de 5 mois après cette nuit pluvieuse sur le porche, quand mon téléphone a sonné et que le nom d'Aaron est apparu sur l'écran pour la première fois depuis notre confrontation dans l'allée. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, principalement par surprise. Sa voix, quand j'ai décroché, m'a paru plus faible que dans mes souvenirs, dépouillé de son assurance habituelle. « Rachel » a-t-il dit, « est-ce qu'on peut parler ?» J'ai accepté de le voir, surtout par curiosité. Et en partie parce qu'une vieille part fatiguée en moi estimait encore que je devais à nos 20 ans de mariage la politesse d'une ultime conversation. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant de quartier à mi-chemin de nos 2 vies. Le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle craquelé et du café servi à volonté. Aaron avait l'air changé, plus mince, un peu plus grisonnant aux tempes. Habillé avec moins de soin que je ne l'avais jamais vu. Il avait toujours été un homme à repasser ses propres chemises avant les discussions importantes. Ce soir-là, son col était légèrement froissé. Et ce petit détail m'en disait plus long que tout ce qu'il s'apprêtait à prononcer. Il a commencé par des excuses. Le genre de mots qui sortent d'un trait après avoir été répétés des mois durant dans un appartement vide. Il a dit qu'il avait subi une pression énorme ces dernières années, entre le travail, la maladie de sa mère, l'argent, des soucis qu'il ne m'avait jamais confiés. Il a dit que le deuil l'avait rendu cruel d'une manière qu'il n'avait pas réalisée avant qu'il ne soit trop tard pour faire machine arrière. À un moment donné, il a tendu le bras à travers la table comme pour me prendre la main. Puis il a semblé se raviser et s'est retiré. Je l'ai laissé finir. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai pas adouci mon expression pour lui rendre la tâche plus facile. Je ne lui ai pas offert le réconfort que je lui aurais donné si volontiers 20 ans plus tôt. Quand il a eu terminé, je lui ai posé une seule question. La seule qui m'importait encore réellement. Quand exactement as-tu cessé de m'aimer? T'aimer? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a fixé son café comme si la réponse pouvait être écrite dans la vapeur qui s'en dégageait.
Il a essayé à plusieurs reprises de commencer une phrase, pour abandonner chaque tentative à mi-chemin. En le regardant lutter avec ses mots, j'ai compris une chose que je ne m'étais pas entièrement avouée auparavant. Ce n'était pas qu'il avait cessé de m'aimer à un moment précis. Un instant que j'aurais pu identifier pour faire mon deuil correctement. C'était qu'il n'avait jamais vraiment su comment faire, pas de la manière qui compte. Pas dans ce dévouement quotidien, sans éclat ni récompense, que l'amour exige en réalité. Il avait aimé l'idée d'avoir une épouse dévouée de la même façon qu'il aimait son titre professionnel, comme quelque chose qui le mettait en valeur. Et non comme un engagement à être présent pour une autre personne lorsque ce n'était pas commode. Je n'ai rien dit de tout cela à voix haute. Je n'en avais plus besoin. J'ai simplement senti le dernier fil de devoir que je portais sans même m'en rendre compte se détendre doucement. Daniel est arrivé quelques minutes plus tard, exactement comme prévu. Car nous avions programmé d'aller au cinéma ce soir-là et il avait proposé de passer par le restaurant pour que je n'ai pas à attendre seul sur le parking. Il n'est pas entré et n'a pas fait de scène. Il a simplement attendu près de sa voiture sur le parking, visible à travers la vitre du restaurant. Patient, de cette manière si particulière qui m'était devenue familière ces derniers mois. Aaron l'a vu. J'ai observé une nuance traverser son visage. Pas tout à fait de la jalousie, plutôt une lente et douloureuse prise de conscience. Pour la première fois de sa vie. Aaron comprenait ce que l'on ressentait en étant celui qui reste dehors à attendre quelqu'un qui a déjà poursuivi sa route sans lui. Il m'a demandé à voix basse, presque suppliant, s'il y avait une chance que nous puissions essayer à nouveau. Recommencer à zéro. Il a dit qu'il avait changé. Que tout perdre lui avait enseigné des choses qu'il aurait dû comprendre des décennies plus tôt. J'ai cru à ce moment-là qu'il était sincère. Mais vouloir une chose et avoir acquis le droit de la demander sont deux réalités bien distinctes. Et j'avais passé une trop grande partie de ma vie à confondre les deux. J'ai déjà passé 20 ans à prouver mon amour. Lui ai-je dit en récupérant mon manteau sur le dossier de la banquette. Je ne vais pas passer 20 autres années à prouver ma valeur. Je l'ai dit sans colère, sans drame, de la manière dont on énonce un fait indéniable. Il n'a pas discuté. Je pense qu'une partie de lui s'attendait exactement à cette réponse. Même s'il en espérait une autre. Je l'ai laissé là sur sa banquette, à fixer son café refroidissant. Et je suis sorti rejoindre Daniel qui m'attendait. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Il m'a juste ouvert la portière de la voiture, comme il le faisait toujours. Et a laissé le silence s'installer entre nous. Un silence confortable plutôt qu'exigeant des explications. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois c'était Grace Morgan. Pas Aaron. Sa voix avait une tonalité plus douce que d'habitude, moins professionnelle. Elle m'a dit qu'il restait un dernier détail à régler concernant les affaires d'Evelyne. Une lettre scellée qu'Evelyne avait laissée spécifiquement à mon intention. Avec pour consigne de ne me la remettre qu'une fois les questions de succession entièrement résolues. Et qu'assez de temps se serait écoulé pour que je puisse la lire l'esprit libéré des tracas juridiques. Elle voulait que vous la lisiez quand vous seriez prête, a dit Grace. Je pense que le moment est venu. J'ai lu la lettre d'Evelyne seule. Assise à la table de la cuisine où je lui avais fait avaler des milliers de petites cuillerées de soupe durant 3 longues années. Dans la lumière de fin d'après-midi d'un dimanche qui me semblait, avec le recul, avoir été choisi tout exprès pour moi. Grace avait déposé l'enveloppe le matin même. Scellée avec l'écriture soignée et surannée d'Evelyne sur le devant, mon prénom, rien d'autre. Je suis resté assise avec l'enveloppe fermée pendant près d'1 heure avant de trouver le courage d'en briser le sceau. Son écriture à l'intérieur était plus tremblante que celle de l'enveloppe. Le témoignage d'une main qui luttait contre la maladie. Même au moment de l'écrire, elle me confiait qu'elle savait bien avant que son diagnostic ne s'aggrave quel genre d'homme son fils était devenu. Elle disait que le voir me traiter ainsi durant toutes ces années avait brisé quelque chose en elle. Une blessure qu'elle n'avait jamais partagée, pas même avec son avocate. Pas même dans l'intimité silencieuse de son journal intime. Elle écrivait qu'elle avait commencé à planifier la fiducie près de 2 ans avant sa mort.
dans l'une de ses dernières périodes de pleine lucidité. Précisément parce qu'elle savait qu'Aaron finirait par me montrer son vrai visage une fois qu'il n'aurait plus besoin de moi. Elle disait qu'elle ne pouvait pas empêcher cela de se produire, mais qu'elle pouvait s'assurer que, le jour venu, je ne me retrouve pas sans rien. Vers le bas de la page, ses lettres se faisaient plus petites, plus appliquées. Comme si elle avait voulu choisir ses mots avec la plus grande justesse. Tu as cessé d'être ma belle-fille le jour où tu es devenue ma fille. J'ai relu cette phrase 4 fois avant d'en saisir pleinement la portée. Et quand ce fut le cas, j'ai posé la lettre et j'ai pleuré comme je ne me l'étais pas permis depuis des années. Pas de ces larmes retenues et contrôlées que je m'autorisais pendant la maladie d'Evelyne. Pas de cette léthargie incrédule de la nuit où Aaron m'avait mise à la porte. C'était différent. C'était le soulagement si particulier de se sentir enfin pleinement et inconditionnellement comprise. Par quelqu'un qui avait tout observé et savait exactement ce que cela m'avait coûté. Les mois qui ont suivi ont laissé place à quelque chose dont je n'avais pas réalisé l'absence. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, une paix ordinaire, sans histoire. J'ai continué d'enseigner. Ma classe s'est à nouveau remplie de ce petit chaos qui m'avait manqué, avec ses dictées. Ses genoux écorchés et cette fierté si particulière de voir un élève en difficulté déchiffrer ça. Première phrase complète. Daniel et moi avons continué à construire ce que nous avions commencé, lentement et sincèrement. Sans urgence, sans que l'un ou l'autre n'ait besoin de combler un vide affectif désespéré. Emma a commencé à m'appeler par mon prénom au lieu de « maîtresse Rachel », ce qui, à sa manière, m'a donné le sentiment d'avoir trouvé ma place. Il m'a demandé en mariage un mardi soir dans mon jardin. De tous les endroits simples et merveilleux. Alors que nous débarrassions après un dîner ordinaire avec Emma. Il n'y a pas eu de grand discours, pas de réservation dans un restaurant. Pas de foule pour filmer la scène pour les réseaux sociaux. Il a posé un genou à terre à côté du jardin qu'Evelyne aimait tant me regarder entretenir depuis sa fenêtre. Et il a ouvert un petit écrin contenant une bague modeste qui avait appartenu à sa défunte épouse. Sur une suggestion d'Emma elle-même, m'a-t-il confié plus tard. Car elle disait que sa mère aurait voulu qu'une personne gentille la reçoive. Et qu'elle me considérait comme la personne la plus gentille qu'elle connaisse. J'ai dit oui avant même qu'il n'ait fini sa phrase. Je n'ai croisé Aaron qu'une seule fois après cela, par hasard, plusieurs mois plus tard. J'étais dans le jardin avec Daniel un samedi après-midi. Et nous rions tous les deux de quelque chose de futile et d'insignifiant. Quand j'ai remarqué qu'une voiture ralentissait dans la rue devant la maison. C'était celle d'Aaron, plus vieille aujourd'hui, un peu fatigué. Tout comme l'homme derrière le volant. Il n'est pas descendu. Il n'a pas fait de signe. Il est juste resté là un long moment, à me regarder rire dans un jardin qui avait été le sien. Debout à côté d'un homme qui me regardait comme lui ne l'avait jamais fait. Puis, sans un bruit, il est reparti. Je ne sais pas exactement ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Et j'ai cessé d'essayer de le deviner. Je sais seulement que ce qu'il a perdu ce jour-là, ce n'était pas la maison, ni même notre mariage. C'était sa dernière chance de comprendre ce que signifie être aimé par quelqu'un qui reste pleinement et inconditionnellement présent, bien après que cela a cessé d'être commode. Je pense souvent à Evelyne, surtout dans ces moments de calme où je m'occupe du jardin. Elle aimait entendre une vieille chanson de sa génération à la radio. Regarder Emma lire un livre avec cette même concentration appliquée qu'elle avait elle-même. Autrefois. Je pense à sa main qui serrait la mienne, me disant de ne laisser personne décider de ma valeur. Et je comprends à présent qu'elle ne se contentait pas de réconforter une aidante fatiguée lors d'un moment de lucidité. Elle me transmettait la vérité qu'elle avait apprise trop tard dans sa propre vie. Essayant de m'éviter de l'apprendre de la même façon. Pendant 20 ans, j'ai cru que l'amour signifiait le sacrifice. Qu'il fallait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et appeler cela de la dévotion. Ce n'est pas le cas. L'amour, c'est être estimé tant que l'on est présente. Et non faire l'objet de regrets ou d'excuses une fois que l'on est déjà parti. J'aimerais beaucoup savoir ce que cette histoire évoque pour vous et depuis quel endroit du monde vous nous suivez ce soir. Laissez un commentaire ci-dessous pour me le faire savoir.
Nous avons encore tant d'autres histoires comme celle-ci à raconter. Alors, abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces moments. Poursuivons ce voyage ensemble.